Je suis très contente d'être là parce que je trouve qu'on fait un métier magnifique, d'autant plus depuis que Internet est arrivé. Je trouve que c'est incroyable de tous se retrouver comme ça ensemble autour des blagues. Ça crée une espèce de tissu, une fraternité, un truc hyper beau. Et récemment, j'ai posté une vidéo de moi, par exemple, sur YouTube, de moi sur scène. Et dessous, il y a un monsieur que je connaissais pas qui a commenté nul à chier, mais je la baise sans souci. On vit vraiment une époque magnifique. C'est cool, parce que ça aurait été bête si on s'était pas rencontrés. J'ai un peu tiqué sur le sans souci. Je la baise sans souci. Par opposition à quoi? Je sais pas. Ouais, je la baise, mais ça me chiffonne un petit peu. Hein. Là, je le fais pour vous, surtout. Voilà. Non, mais on n'est pas que méchants sur Internet, évidemment, on est aussi débiles. Je m'en suis rendu compte à titre personnel parce que j'ai remarqué que depuis quelques mois, je suivais sur Instagram Émilie Ratajkowski. Est-ce que vous voyez qui est Émilie Ratajkowski? Oui, non. Tous les mecs qui sont avec leurs copines. Non, Émilie Ratajkowski, c'est une comédienne et mannequin américaine, très beau corps, très beau visage, qui a un compte Instagram où elle met des très belles photos d'elle. Super. C'est une femme qui a fait énormément de bien aux dyslexiques. On dirait une épreuve dans un Indiana Jones, tu sais, il rentre dans un temple et il y a la déesse du sexe qui l'attend et qui dit « Tu pourras te masturber si tu sais épeler mon nom. » Ah, TJK, double idéo, ce J, putain de polonais hein. Mais heureusement, aujourd'hui, elle est assez connue pour qu'on puisse mettre dans Google Émilie Nichon et Google te dit « Je la connais, c'est une amie à moi, Émilie. » Donc le compte Instagram d'Émilie Ratajkowski, formidable, très belle photo si vous êtes un homme hétérosexuel ou une femme qui aime les femmes. Toujours est-il, moi je suis une femme hétérosexuelle. Pourquoi je la suis? Pourquoi on fait ça, mesdames? J'ai remarqué que j'étais pas du tout toute seule. Quand j'ai regardé les commentaires sous les photos, il y a plein de nanas comme moi qui laissent des commentaires genre « Émilie, trop belle dans ce t-shirt, cœur. » Mais pourquoi? Et le problème, c'est que si ça allait dans les deux sens, ça me gênerait pas. Si l'objectification, elle existait pour les hommes aussi, moi j'aimerais bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hommes qui sont connus pour leur cul, et moi, je me lamente de cette situation. Mais parce que j'aimerais, messieurs, que vous aussi, vous deviez aller sur des comptes Instagram d'hommes et de mettre Rodrigo, trop beau dans ce t-shirt, flamme. Ça n'existe pas. Donc la question c'est pourquoi est-ce que moi je suis Émilie Ratajkowski sur Instagram? Je crois que c'est... on a un peu cassé le féminisme en fait. Je crois qu'il y a eu un sursaut féministe ces dernières années et on s'est quand même fait carotter derrière, mesdames. Il y a 3-4 ans on nous a dit le féminisme c'est cool et nous on a fait ah bah génial alors on arrête de s'épiler, on arrête de mettre des crèmes. Et les mecs ils ont dit minute papillon. Est-ce que ce serait pas encore plus féministe si tu continues à t'épiler, tu continues à mettre des crèmes, tu continues à te maquiller, tu continues à mettre des talons, tu continues à faire des régimes? Ça ressemble beaucoup au programme d'avant. Non. Parce que là tu le fais pour toi. Ouais. Super bonne idée. C'est génial. Avant, on pensait pas. Et du coup, on est toutes contentes, on se sent hyper féministe, on se fait toutes belles, on prend des photos de nos fesses, il y a nos copines qui retweetent derrière. Wouh, girl power. Les mecs qui sont là derrière. Ouais, the future is female. Ah, on s'est fait avoir. On s'est complètement fait avoir. Quand j'essaie de discuter de ça avec des amis pour essayer de détricoter ce qui fait partie de l'inné, de l'acquis et tout, j'arrive très souvent sur le terrain scientifique où quand je discute de ça avec des copains, ils sont là « Ah, mais tu comprends pas, la raison pour laquelle les filles, elles doivent se faire plus belles que nous et vous êtes plus objectifiés, c'est parce que nous, les mecs, on est plus visuels. » Nous, on est quoi? Des caniches? On voit en noir et blanc? Qu'est-ce que... L'œil d'une femme, c'est comme une caméra thermique. Si ça a la forme d'un homme et que ça a l'air d'avoir la température du vivant, on peut... Je sais pas. Non, mais tu comprends pas, ça date du paléolithique. Ah bah explique-moi. C'est à l'époque, si tu veux, on était des chasseurs-cueilleurs. Et vous, les filles, vous étiez dans la grotte. Vous faisiez des crêpes. Et nous, on allait et on devait chasser des proies, mais elles étaient très très loin. Du coup, on a développé un nerf qui va de là à là. Tu dois mettre des talons maintenant. C'est fou parce que je pensais que tu bossais chez Starbucks, mais en fait pas du tout, t'es neurobiologiste, c'est chouette. C'est cool. Il y a le même genre de pseudoscience qui sert à sous-tendre les problèmes de monogamie. Tu sais, les mecs qui disent « Oui, là, vous comprenez pas, c'est beaucoup plus difficile pour les garçons d'être fidèles, parce que nous, on est des chasseurs, on doit distribuer notre graine partout comme ça. » Tu travailles à la Raiffeisen, tu es asthmatique, personne veut ta graine. On a tous envie de baiser, t'es pas obligé de convoquer Raoult à chaque fois que tu veux tirer un coup, tu vois, c'est pas... Ouais. Le truc qui me dérange le plus avec cette pseudo-science autour de faits qu'on considère comme acquis comme ça, c'est ce qu'on pense de l'orgasme. Ça m'embête cette histoire d'inégalité devant l'orgasme où on dit que supposément ce serait très facile de faire jouer un homme et très difficile de faire jouer une femme. Alors oui, c'est vrai, dans la mesure où tout est difficile quand on s'y prend mal, mais non, je pense que c'est pas de votre faute, messieurs. Je pense que la réalité, c'est juste que la sexualité masculine, elle est beaucoup plus présente dans la culture, et donc c'est plus facile pour des femmes hétéros de glaner des indices comme ça sur comment vous fonctionnez, tu vois. Parce que par exemple, il y a un geste universel pour la masturbation masculine. On sait tout ce que c'est. C'est quoi le geste universel pour la masturbation féminine? On sait pas, c'est mystérieux. Ah,
C'est comme les savons intimes, c'est que des voix qui chuchotent. C'est à l'extrait de nuages. Sur les bouteilles, les filles, elles sont là. Non, j'ai pas de machin. Bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile pour nous de savoir comment vous fonctionnez, mais la réalité, c'est que ça pourrait être très difficile de faire jouer un homme. Si moi, je me retrouvais au lit avec un garçon et que pendant 20 minutes, je disais comme ça, t'aimes bien, comme ça, ou comme ça, plus comme ça, c'est délicieux comme ça. Au bout de 20 minutes, il me dirait ah non, mais c'est de ma faute, c'est moi qui suis vachement dans ma tête. Puis tu sais, j'ai plein de copains qui jouissent jamais, donc viens, on s'occupe de toi plutôt. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une connerie cette histoire d'orgasme parce qu'il y a une catégorie de population qui prouve que c'est faux, c'est les lesbiennes. Moi j'en ai discuté avec plein de copines qui m'ont dit ah bah non évidemment oui non, on pouvait pas s'aligner sur les hétéros parce que sinon on aurait des vies sexuelles à peu près aussi excitantes que des détartrages. Donc ce qu'on a fait entre lesbiennes, c'est un jour on s'est réunis, on s'est relevé les manches, on a dit les filles il faut qu'on règle cette histoire d'orgasme, donc on finit d'écouter ce disque de Catherine Lara et on y va, et c'était réglé. Parce que la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui, le rapport hétéro, il est quand même vachement encadré par les hommes. Tu vois, le début d'un rapport, c'est une érection masculine, la fin d'un rapport, c'est une éjaculation masculine. Mais du coup, si t'es deux filles, comment tu fais quand tu sais, c'est terminé? T'as fini? Non, moi non plus. Ça prendrait des heures. Les lesbiennes seraient désociabilisées, elles pourraient plus avoir un job et tout. Donc, voilà. Ça va plus loin. Il y a des scientifiques, hommes évidemment, qui postulent que l'orgasme féminin n'existe pas. Le culot. Tout ça parce que tu sais pas faire un truc, de dire que ça existe pas. Moi, je sais pas faire des sushis, je suis pas là pour autant. Oui, tu sais, le Japon, c'est beaucoup de propagande féministe, hein, il faut pas croire tout ce qu'on lit. Voilà, donc pour les vagins et la gastronomie japonaise, merci de m'avoir écouté, Montreux. Salut. Merci, Montreux. Comment ça va? Alors, je suis très contente d'avoir ce qui m'est donné là comme plateforme pour parler d'un truc qui me tient à cœur, le racisme. Voilà, je pense que vraiment, faut qu'on arrête, quoi. Ouais. Par applaudissement, il y a des gens qui sont d'accord, on arrête le racisme. Ouais, c'est mal. Ok, on est d'accord. Sauf avec les Français. Ça, on est d'accord. Avec les Français, ça va. C'est horrible, on est horrible en Suisse romande avec les Français. Tu peux vraiment être une bonne personne, mais les Français, ouais, c'est quand même un peu tous des enculés. Pourquoi? De quel droit? Par applaudissement, il y a des Français dans la salle ce soir à Montreux. Ouais! Attrapez-les! Non. Je suis très contente que vous soyez là. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, on est tendu en Suisse avec les Français. On les accepte que dans deux cas. C'est soit si vous venez chez nous pour faire des boulots qu'on ne veut pas faire, on vous paye mal. Ça, c'est OK. Ou alors les millionnaires en fin de vie. Tout ce qui est deuxième, troisième, quatrième tournée d'adieu, ça, on adore. Tu viens chez nous directement, t'as le passeport. Mais sinon, on vous aime pas. Putain, mais c'est dégueulasse, c'est vraiment pas sympa. Alors là, je vais parler un peu de rapport France-Suisse. Je me moque un peu des Français, là, dans ce que je vais faire, mais moi, j'ai le droit, parce que déjà, je suis franco-suisse. J'habite en France et je fais ces blagues devant les Français. Donc moi, je le fais vraiment avec beaucoup de bienveillance. Après, si votre rire à vous est raciste, c'est entre vous et vous. Hein. J'accepte aussi les rires racistes, c'est comme leur nazi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas gentil avec les Français. Pourquoi on a des clichés comme ça sur les Français? On trouve que les Français, ils se la pètent un peu, ils se la racontent et tout, mais ils ont raison, franchement. À part ça, on leur doit tout. Culturellement, faut arrêter. Le siècle des Lumières, c'est eux. Les châteaux de la Loire, c'est eux. Julie Lescaut, c'est eux. À un moment donné, tu vois, faut reconnaître qu'on est dépassé. Mais c'est vrai que je pense que effectivement les Français ils se la pètent un peu. Moi je vois, j'habite chez eux aujourd'hui et je suis très contente. Vraiment, c'est un peuple formidable. Moi je les trouve super les Français. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'ils se la racontent un peu, mais je pense que c'est pas de leur faute. Je pense que c'est simplement parce que pendant des siècles la France a été une nation dominante culturellement sur le monde. C'est tout le monde les regardait, c'était incroyable. On est d'accord, ok. C'est plus vraiment le cas. On est d'accord aussi. Mais j'ai l'impression qu'il reste un tout petit peu de cette certitude logée au creux du cœur de chaque Français. Cette idée que si on devait faire une hiérarchie des nations, il y a la France, et après, oui, il y a d'autres choses, il y a des versions bêta, disons. Oui. On n'est pas contre, mais ils savent pas faire de soufflé. Et ils ont raison, nous, la Suisse, on va pas la ramener. Qu'est-ce qu'on a fait en 3000 ans? Un couteau, tu vois, c'est pas non plus... Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit complexe de supériorité qui se ressent un petit peu dans la manière dont les Français ont d'envisager les langues étrangères. On est d'accord? Je pense qu'en 2018, il y a encore beaucoup de Français qui ne croient pas dans le fait qu'il existe d'autres langues qui sont là, oui, non, j'entends qu'ils font des bruits différents à côté, oui, mais je pense que c'est pour nous embêter. Et c'est chaud parce que ça fait que les Français, ils sont assez démunis quand ils sont à l'étranger et qu'ils cherchent un mot avec quelqu'un qui parle pas la langue. T'sais, ils essayent une fois, deux fois, ils abandonnent très vite, ils posent le mot en français, ils plantent le drapeau et ils attendent que leur interlocuteur sorte de son erreur, finalement. Regarde. Je te l'ai mis là, petit sauvageon, il est là. Et j'ai vu ça assez bien exemplifié, c'était il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, à New York, dans un magasin de meubles. Et moi, je me baladais, je regardais des trucs comme ça. Et tout à coup, tic, 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 il y a un petit monsieur français qui arrive, il regarde 2 minutes, il trouve pas ce qu'il veut, donc il va vers une vendeuse et il fait Hi, excuse me, do you have ah merde, comment on dit a tabouret? You know, to sit on it. A tabouret. A chair. No, thank you, I know what a chair is. No, I'm looking for... Ah, c'est rageant, je l'ai sur le...
Un tabouret, quoi. Et moi, j'étais à côté, et je sais comment on dit tabouret en anglais, ça se dit stool, si vous voyagez, bientôt je vous le donne. Et donc moi, je sais. Donc j'aurais pu les aider. Mais je savais que ça allait être super. Donc, j'ai fait un petit pas de côté, et j'ai regardé ce monsieur faire un burn-out. Alors au début... J'étais très assise sur une sorte de tabouret. À la base, la menteuse, elle était de bonne composition, tu vois, elle donnait ce qu'elle avait. Elle avait une chaise de jardin, un trône, un vélo d'appartement. Sur quoi tu veux t'asseoir, mon gars? Au bout de 25 minutes, il a une première illumination, le monsieur, où il s'est dit, ah, mais je sais ce que c'est le problème. Elle m'a probablement pas entendu les 127 premières fois. Donc il se met à lui brailler dessus. Un tabouret, comme un tabouret avec un tabouret, quoi. La dame, elle est dans son magasin, aux États-Unis. Elle se fait crier dessus en français. Donc elle est un peu désœuvrée, tu vois. Elle se met en mode Pictionary au bout d'un moment. Tu vois, est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est vivant? Ça vient de ton pays, c'est pasteurisé, c'est du brie, qu'est-ce que c'est? Au bout de 35 minutes, il a une deuxième illumination. Où il se dit, ah, mais je sais ce que c'est le problème. C'est le même mot, mais j'ai pas l'accent. Donc, il se chauffe un peu. Et il lance un tabouret qui n'atterrit nulle part, mais qui a un petit peu changé ma vie. Parce que je dois dire que jusque-là, je croyais que le mec c'était un peu un connard, mais au bout d'un moment, la persistance, ça m'a convaincue. Au bout d'un moment, j'étais dans son équipe, j'étais là, mais t'as raison, ils sont complètement cons de dire stool, ça se voit que c'est un tabouret, c'est beaucoup plus logique. Pas parce qu'ils sont 300 millions à dire faux qu'on doit se laisser faire. En plus, ils sont débiles, les Américains, c'est probablement pas eux qui l'ont inventé, c'est vous qui leur avez amené à l'époque de Lafayette ou quelque chose. Donc tu lâches rien, Jérémy, tu leur montres. Et j'aurais tellement voulu qu'au bout de 55 minutes, la vendeuse, elle fasse. Oh, you meant a tabouret? Yes, we do have the... Oui, ils sont derrière avec les guéridons. Déjà pas arrivé. Oh, j'ai de la peine pour lui. Je me dis, c'est peut-être comme ça que ça a commencé la colonisation. Ils sont arrivés dans des pays, les Français, ils étaient là. Alors ça, vous dites comment? Ah non, alors pas du tout. Et ça? Oh non, mais ils disent tout faux. Hein. Ouh là là, on va vous envoyer des gens, on va faire un petit bureau ici parce que c'est le boxon. Hein. Ouh loulou. Mais moi, je trouve que c'est très sain. Je trouve que les Français, ils ont un rapport plus sain à leur culture, à leur patrimoine. Ils sont fiers. Nous, les Suisses, on est élevés avec une humilité qui confine à la mollesse. Parfois, ça va pas, quoi. Je me suis rendu compte récemment, parce que j'étais à la gare à Paris et je me baladais comme ça. Et tout coup, il y a une petite touriste qui passe à côté de moi et sans faire exprès, elle me renverse un peu de yaourt sur le pied. Et le premier mot qui est sorti de ma bouche de connasse de Suisse, c'est « Oh, pardon ». C'est moi la victime de l'attentat laitier. Et j'ai dit « Pardon ». Et le problème, c'est que c'était une touriste suédoise et Suisse plus Suède, on a failli créer un trou noir tellement on s'excusait les deux. Oh non, c'est moi. Ah, quelle idée d'avoir des pieds. Ah. On a failli avaler Paris dans un vortex de politesse. Heureusement, elle avait un train à prendre. Oh là là. Et je vous jure que c'est vrai, première fois de ma vie que ça m'arrive. C'était il y a 3 semaines à Paris. Première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais en train de marcher dans la rue. J'ai failli me faire embrocher par un cycliste. Donc, premier mot que je dis, évidemment, pardon. Première fois de ma vie que ça m'arrive à Paris, le monsieur dit c'est moi. Et j'étais tellement prise au dépourvu. J'ai dit mais ouais, c'est toi, tête de bite. Je suis une vraie parisienne. Voilà, mais j'espère que vous serez quand même d'accord de me réaccueillir un jour à Montreux, même si je deviens pas millionnaire. C'était un plaisir. Merci Montreux, bonsoir. Ça va? Tout va bien? Toujours? Ouais. Restez assis. On est là pour sauver la planète ce soir, mais il paraît qu'il faudrait qu'on prenne soin de nous aussi, qu'on se sauve. Nous, il faut qu'on fasse du sport. Vous savez, ça montre tout le monde doit faire du sport. Tout le monde autour de moi faire du sport, j'en peux plus. Chaque fois que tu allumes un réseau social, il y a des copains qui mettent des photos d'eux tout transpirants, avec des slogans genre « No pain, no gain ». Moi, je suis no pain. Juste. Arrête là. Tu veux courir? Ben pars devant et arrêtons de nous fréquenter. Voilà. Ça suffit. Non, il y a des gens qui font du sport, c'est bien. Il y a un sport qui me laisse un peu sceptique en ce moment, qui est très à la mode, c'est le crossfit. Est-ce que vous voyez ce que c'est le crossfit, Montreux? Vous voyez ce que c'est le crossfit? Alors pour les gens qui ne voient pas le crossfit, c'est une espèce d'aérobic de l'extrême qui est à la mode depuis quelques années, où les gens se préparent à la guerre. Clairement. C'est-à-dire que si un jour les Allemands reviennent, c'est les mecs qui sautent dans des pneus avec des ceintures lestées qui vont s'en sortir, hein, c'est sûr. C'est très très bizarre le crossfit. Le crossfit, c'est vraiment genre voilà, c'est un aérobic mais vraiment poussé, où il y a des mecs en lycra qui te crient dessus pendant 2 heures et toi tu portes des poids, tu sais plus comment tu t'appelles. Les salles où ils font du crossfit, tu reconnais assez vite parce que c'est les seules salles où il y a des connards mi-janvier qui courent à l'extérieur en short avec des poids à la main. On dirait qu'ils essaient de braquer un fitness, c'est pathétique. Et on prend les 8 kilos d'abord. Ça n'a pas du tout le crossfit. Ce que je comprends pas dans le crossfit, c'est que je comprends vraiment l'idée qu'on fasse du sport, à part ça, plus sérieusement. Je comprends l'idée qu'on s'entretienne, qu'on aille faire un jogging. Mais le crossfit, c'est vraiment un truc où tu pousses ton corps à des extrêmes. Genre, régulièrement, dans les cours de crossfit, il y a des gens qui vomissent. T'as envie de prendre un abonnement pour vomir, toi? Qu'est-ce que... C'est bizarre. Hein. Du coup, je suis allée poser la question à des gens qui faisaient du crossfit, mais finalement, pourquoi ce chemin de croix payant? Pourquoi tu t'imposes ça? Et ils ont tous un peu la même réponse en substance qui est
Ouais, je sais, on se tire dessus, on se fait mal, mais moi, ça me fait un bien fou, parce que du coup, pendant 1 heure, je pense à rien du tout. Mais ça veut dire que le reste du temps, tu dois quand même avoir des pensées bien merdiques. Avoir besoin de te mettre une couronne d'épines sur la tête, t'accrocher 30 kilos à chaque téton et de faire des abdos dans un piège à loup. Enfin, je veux dire, c'est... Les voix de l'angoisse doivent être vachement fortes, quand même. Pourquoi tu considères que ça, c'est un petit peu mon moment à moi? Je me retrouve... C'est étrange. Non, c'est bizarre. C'est étrange. Enfin, il y a quand même un niveau de malaise métaphysique pour que tu t'imposes ça, c'est violent, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui choisissent 1 fois par semaine d'aller dans un endroit où ils se font du mal au corps pour penser à rien, et régulièrement, il y en a qui vomissent. Mais il faut qu'on leur parle de l'alcool à ces gens-là, enfin. Parce que les crossfitters ont ça de plus, enfin de moins que les alcooliques, c'est que les alcooliques, ils sont pas prosélytes. Les alcooliques, ils essaient pas de te convertir. Moi, j'ai jamais un ami alcoolique qui m'a dit un truc genre « Oh, mais vraiment, faut que t'essayes, t'as le physique pour le pastis, quel gâchis, oh là là !» Quel dommage. S'il y a des crossfitters dans la salle, j'ai rien contre vous, mais j'ai une dent contre les gens qui font du crossfit, c'est que je pense que la planète va exploser à cause d'eux. Parce que vous voyez ce que ça mange, ces animaux-là? Moi, j'étais en colocation avec un mec qui faisait du crossfit pendant 1 année. Pour qu'ils tiennent 1 semaine dans le frigo, il fallait 32 poulets, 48 ananas, à peu près. Parce qu'ils doivent manger plein de viande, mais après, ils sont tout constipés, et donc ils doivent manger plein de fruits. Leur corps, c'est un temple, la planète, ils chient dessus. En termes de CO2, c'est très grave, cette histoire. Non, mais dans le sens où c'est pas une tocade de vegan extrémiste. L'ONU l'a dit. Les Maldives sont en train de couler, il y a trop de vaches qui pètent, faut qu'on se calme avec la viande, quoi. Et eux, ils sont là, non, mais je dois encore faire les deltoïdes. C'est pas une bonne excuse. En même temps, je dis ça, c'est un peu hypocrite parce que moi-même, je fais pas beaucoup de sport. Et moi-même, je continue à manger de la viande. Et j'imagine que par applaudissement, il y a 2-3 personnes dans mon cas dans la salle. Je vous vois, donc ne mentez pas, c'est bête. Il y en a 2-3 quand même. Mais nous, on a une bonne excuse qui est... C'est trop bon. Rien à dire. Le problème, c'est qu'on partage la planète avec des gens qui sont pas d'accord. Tu vois, il y a des écolos, il y a des véganes, il y en a ce soir dans la salle. Et je me dis, le problème, c'est que... les conséquences de nos actions, elles s'abattent aussi sur eux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si sur la planète, il n'y avait que des carnivores, et on se disait, ouais, on sait que ça a des conséquences désastreuses, mais tu sais quoi, on s'en fout. On profite à fond pendant 10 ans, et après, tout explose. Moi, ça me va, hein, j'arrête la crème solaire, je commence le rosé le matin, je vais au boulot en quad, enfin, tu vois, j'ai pas besoin d'être centenaire non plus. Mais la réalité, c'est que non, et surtout que le problème, c'est que les conséquences de nos actions s'abattent aussi sur eux. C'est-à-dire que le réchauffement climatique qui est engendré par le fait qu'on bouffe des animaux, c'est pas juste que de temps en temps, il y a des éclairs qui vont taper que les gens qui aiment bien le hachis parmentier. Ce serait fair play, tu vois, moi, pour un bon hachis, je prends le risque, y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est genre des tsunamis. Et moi, je suis sûre, à chaque fois dans les tsunamis, il y a des mecs qui mangent du tofu qui partent avec. Ça veut dire qu'indirectement, on mange des vaches qui pètent, qui réchauffent la planète, qui font des tsunamis, qui emportent des véganes. Ça veut dire qu'indirectement, on mange un petit peu des véganes, les gars, quand même, hein, dans le grand cycle de la vie. Ce qui est pas sympa en plus, c'est que généralement, c'est nous qui sommes pas gentils avec eux. C'est les carnivores qui font chier les véganes. Je sais qu'il y a un mythe du vegan hyper agressif, assoiffé de, du coup, pas de sang, de lait d'avoine. Mais je pense que c'est pas vrai. Moi, je le vois, je suis dans l'équipe des carnivores, je vois comment on est. On n'est pas sympa avec eux. Les carnivores, on dit tout le temps des trucs genre, oh putain, ils font chier avec leurs graines, mais on veut juste pas que ça explose. C'est pas très carré. En plus, ils sont gentils. À part ça, ils sont cool, les véganes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent des lapins orphelins, ils ont des chaussures en carton, ils sont cool, tu vois, ça va. Alors que dans notre équipe, moi y compris, il y a encore des gens qui aiment bien le boudin, c'est-à-dire la saucisse au sang. Entre les gens qui adoptent des chiens à 3 pattes et les gens qui mangent des saucisses au sang, si c'était un film d'animation Pixar, ce serait assez facile de déterminer qui sont les gentils, qui sont les méchants quand même, hein. Pas une très belle image. C'est juste que c'est compliqué de les rejoindre. Moi, j'ai la flemme parce que c'est plus facile d'être un connard ou une connasse aujourd'hui. C'est vrai, un peu, quand même. Si. Moi, je le vois quand je vais faire mes courses. Je suis pas du tout consciente écologiquement. Je suis là comme une petite baronne, je pousse mon caddie, je me pose pas de questions. Je suis là, ah, ça c'est quoi? Emballer 15 fois dans du plastique? Oui, vous m'en mettrez 4, c'est rigolo. Quand tu fais gaffe à la planète, tu te poses des questions existentielles devant chaque rayon. Tu vois, t'es là, putain, qu'est-ce qui est local et de saison? Qu'est-ce qui est local et de saison? Des courges. Franchement, ça fait 3 mois que je mange que des courges. Après ça, c'est une blague que je fais à Paris, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu manges qui est local et de saison à Paris? Qu'est-ce que tu bouffes? Des mégots? Qu'est-ce que tu manges? Il faudrait qu'on les rejoigne, mais c'est dur. Il faudrait qu'on les rejoigne, ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'ils sont enfermés sur la planète avec nous. Tu vois? C'est pas là, on est à un stade où on peut dire, tu sais quoi, on fait 2 équipes de planètes, on voit qui s'en sort le mieux. C'est qu'on est en train de niquer leurs ressources et les gars, ils ont pas le choix. Ils sont enfermés avec nous dessus. C'est horrible, c'est hyper injuste. Nous, on est là, ah non, désolé, c'est trop bon. Rien à foutre. C'est horrible. Être écolo ou vegan et être enfermé sur la planète avec nous aujourd'hui, c'est un peu comme si t'étais enfermé dans une colocation infernale. De temps en temps, tu sais pas pourquoi, tes colocs, ils chient dans le frigo.
Parce que c'est trop bon. Ah bah d'accord, très bien. Le problème ultime, c'est que je me dis, vous imaginez si on disparaît à cause de ça, parce que c'est vraiment en train d'avoir des conséquences sur notre écosystème, tu vois. Et je me dis, vous imaginez si on disparaît à cause de ça, si l'humanité s'éteint, parce qu'on continue à bouffer des animaux, de quoi on aura l'air si à la fin des temps, il y a un tribunal qui passe en revue toutes les civilisations, tu vois, pour savoir pourquoi elles se sont éteintes, et qui sont là, alors vous, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on s'est fait attaquer par les Phéniciens, ok, d'accord. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, la peste noire, ok, d'accord. Et vous? Les saucisses, mon gars! Et c'était très bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, Montreux. Bonsoir, les amis. Comment ça va, Montreux? Ça va toujours bien? Oui. Ok, moi, je viens vous parler du fléau de notre époque. Vraiment, je pense qu'il nous arrive de plus grave à l'heure actuelle, c'est les enterrements de vie de garçons, enterrements de vie de jeune fille. Ça me déprime, j'en peux plus. Moi, j'ai 31 ans, donc tous les week-ends, j'en vis un. Et plus j'en vis, plus je me demande pourquoi on se fait vivre ça. C'est vraiment une drôle de tradition, cette histoire, pour lancer quelqu'un dans les meilleures conditions dans un mariage, de kidnapper cette personne, de l'emmener dans une des plus belles villes d'Europe qui se trouve à portée d'EasyJet. Et là-bas, t'es à 4,8 g pendant 36 heures, tu vois rien du tout. T'aurais fait ça dans une cave à Dunkerque, c'était la même chose, quoi. Ça me dépasse, putain, ça me rend folle. En plus, il y a des gens de plus en plus, tu sais, qui disent juste l'acronyme. C'est ouais, le week-end dernier, on a fait l'EVG de Jérôme. EVG, EVJF. Il y a des gens qui l'écrivent parce que c'est long, j'entends. Il y a des gens qui le disent avec leur bouche. S'il y en a ce soir dans la salle, tuez-vous tous, vraiment. C'est dégueulasse. Moi, à chaque fois en plus qu'on me dit EVG, j'entends IVG, je suis là, ah, vous êtes allé fêter son avortement à Budapest, fun. Ça me déprime, j'en peux plus de voir surtout sur les réseaux sociaux les photos d'enterrement de vie de jeune fille sur les réseaux sociaux, ça me rend dingue, c'est hyper agaçant. Vous voyez un peu la structure, photo d'enterrement de vie de jeune fille, Instagram, Facebook, c'est toujours un peu la même chose, photo d'enterrement de vie de jeune fille, c'est toujours une espèce de grappe de 8 connasses sur les ramblas comme ça, avec des t-shirts assortis, tu sais qu'elles ont imprimé pour l'occasion, tu sais, les loulous ta Charlotte. Comment une Charlotte? Côté garçon, généralement, c'est beaucoup moins agaçant, les enterrements de vie de garçon. Beaucoup moins agaçant. Ouais, beaucoup plus violent, en revanche. Ce qu'on vous fait subir, messieurs, sous couvert de rigolade, c'est limite maltraitance, quoi. Moi, je comprends pas. À chaque fois que j'ai un pote qui me raconte son enterrement de vie de garçon, c'est toujours un truc genre, ah ouais, c'était un truc de malade, mon EVG, ouais. Ils sont arrivés chez moi à 4h du matin, ils m'ont réveillé avec de l'huile chaude. Ensuite, ils m'ont mis nu dans une camionnette avec des furets vivants, on a conduit jusqu'à Barcelone. Arrivé là-bas, coup de théâtre, ils m'entubent à la vodka, ils me foutent un coup de batte, je perds connaissance. Je me réveille 16 heures plus tard, il me manquait un rein, on avait tué une pute, je m'y attendais pas du tout, quoi. T'as un l'air rigolo. En même temps, c'est un peu hypocrite ce que je dis, parce que moi-même, j'ai organisé mon enterrement de vie de jeune fille il y a 2 ans, parce que je me suis mariée il y a 2 ans. Oui, restez assis. Et alors, non, c'est très sympa pour les gens qui l'ont jamais fait dans la salle. C'est très sympa de se marier. Ouais. Non, c'est-à-dire que ma génération, je suis lucide. Je sais qu'on va tous divorcer, mais c'est rigolo d'essayer. C'est ça que je veux dire. En plus, tu gagnes un mixeur et tout, c'est chouette. Mais c'est vrai que je me suis posé des questions avant de me marier parce que je trouve que le slogan est pas très vendeur. C'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas très sexy. Pour le meilleur et pour le pire, ça donne pas très envie. On est d'accord? Non? Autant Carglass répare, Carglass remplace, c'est bon. Mais ça dit ce que ça veut dire. Autant pour le meilleur et pour le pire, c'est nul comme slogan. Tu vendrais rien d'autre avec ça. Moi, si t'allais dans un magasin de canapés et que le vendeur il disait, il y a des jours il sera très confortable, il y a des jours il va vous avaler. C'est comme ça, c'est le canapé. Vous pouvez prendre un pouf plutôt, s'il vous plaît. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, moi, très heureuse, en couple, très bien, comme Hakim. Vous aussi, j'espère. Ouais, hein? Ouh. Non, alors heureuse, c'est vrai, c'est un grand mot. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile quand même d'être... Enfin, le monde est en flammes quand même, un petit peu. Hein, j'ai l'impression que je vous spoil. Mince, vous avez pas lu Internet récemment? Ouais, non, tout le monde est formel, le monde est foutu. En tout cas, sur le plan du climat, moi, ça m'angoisse énormément. Vraiment, ça me... Le fait qu'on parle de plus en plus de la crise climatique, moi, ça me fait vivre des nouveaux crève-cœurs, des trucs que j'avais pas avant, j'ai des nouvelles peines. Typiquement, aujourd'hui, j'ai de la peine pour la disparition d'espèces, je savais même pas qu'elles existaient. C'est pour ça que je regarde plus de documentaires animaliers. Parce que c'est toujours la même chose. Au début du documentaire, je découvre une espèce. Genre, aujourd'hui, on va vous parler de la raie manta des Dardanelles. Et moi, je suis là, waouh,
Elle est fluorescente un jour sur deux. Wow. Et elle respire par le cul. Wow. Et moi, je regarde ça pendant 1 heure et je suis fascinée. Je me dis, on sent la main du divin, l'harmonie, la grâce, c'est incroyable, c'est la force de la nature. Et c'est toujours la même chose. Au bout d'1 heure, le présentateur, il revient et dit, et il n'en reste plus que 16. Mais putain, on est rencontrés en plus. Ça me déprime, moi, ces histoires de réchauffement climatique. Du coup, quand j'essaie de penser à des trucs qui vont mieux, je me concentre sur des choses qui vont mieux sur la planète. Il y a des trucs qui vont mieux sur la planète en ce moment. On est d'accord ? Ouais. Les rapports hommes-femmes, j'ai l'impression que c'est en train d'aller mieux. Un peu. Ouais. Bon. Non, je sais, il y a toujours des femmes sceptiques dans la salle quand je dis ça. Je pense que c'est en train d'aller mieux, mais on le ressent pas parce que on parle des problèmes. Du coup, on a l'impression qu'il y a que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on est à cette période de l'histoire homme-femme où c'est comme si on venait d'ouvrir la boîte et on était là, putain, mais tout le monde se faisait violer en fait. C'est vrai, oui. On est dans la partie mauvaise ambiance, mais je pense que ça va aller vers le mieux. Après, évidemment, il reste plein de trucs à régler. Il y a plein d'inégalités hommes-femmes. Et il y en a même des anodines qui, après, je pense, sont facteurs de plus grandes inégalités. Moi, ce qui m'embête, c'est la manière dont on représente très différemment les corps des hommes et des femmes dans les médias. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu le sens dans des trucs un peu débiles. Ça fait qu'à la fin, on a l'impression que les corps des femmes, c'est très mystérieux. On comprend pas comment ça marche, c'est une énigme et tout. Alors qu'en vrai, non. Mais ça se sent dans des petits trucs. Typiquement, dans le marketing. Il y a genre des savons pour hommes, des savons pour femmes, ok ? Déjà, je comprends pas très bien le concept. Mais tu sens dans le marketing qu'on en fait que d'un côté, il y a de la honte. Tu sais, les pubs pour les savons féminins, c'est toujours tout en euphémisme, en périphrase. Tu sais, toujours la dame qui fait la voix pour les pubs dans les savons féminins, toujours elle chuchote. Tu sais, t'as l'impression qu'elle a pas dit à son entourage qu'elle enregistrait la pub. Tu sais, elle est là à la cave sous une couverture comme ça. Roger Cavaillès présente le nouveau Fada Badada. Quoi ? À l'extrait de nuages. What the fuck ? Mais ça fait quoi ? Ça lave quoi ? La flore ? Je sais pas. Je peux pas vous en dire plus, ils retiennent mes enfants. Même généralement sur les bouteilles de savon féminin, t'as une nana qui est dessinée, même elle a jamais l'air d'avoir envie d'être là. Tu sais, les dames qui sont dessinées sur les bouteilles de savon féminin, toujours elles sont là comme ça. Chut, non, c'est un secret. Allez-vous-en, sinon la prophétie se réalisera. T'es là, mais c'est dingue, c'est le seul produit au monde, tu l'achètes pour un truc qu'on te montre pas sur le paquet. Elle est comme ça, la dame, c'est pas un savon pour le nombril, je sais pourquoi je viens. C'est très bizarre, c'est le seul produit au monde qu'on vend comme ça. C'est comme si on vendait des bagnoles en te mettant des photos de bâches. Enfin, ça n'a pas de sens. Et à chaque fois, elle te le cache comme si c'était un truc très grave. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais peut-être qu'un jour, elle va enlever la main, il y a un puma qui va te sauter dessus, elle sera là, je vous avais dit que c'était dangereux, bordel. Je sais pas. C'est vraiment... Alors que dans l'autre sens, les pubs pour les savons pour hommes, c'est vachement plus sympa, c'est frontal, c'est rigolo. Les pubs pour les savons pour hommes, c'est plus... Pubs pour les savons pour hommes, c'est toujours des trucs genre... Le nouveau Axe à l'extrait de piment et de bris de verre. Wow. C'est la mascotte, c'est toujours un truc hyper viril, c'est genre un dinosaure sur un quad en train de jouer de la guitare électrique. Et là, tu veux être propre ? Oui. Oh putain. T'as déjà senti un savon pour homme ? T'ouvres la bouteille, tu renifles, t'as les ongles qui tombent, t'es là genre, oh, ça va les gars, qu'est-ce que c'est ça ? Mais j'ai de la peine pour vous les gars, ça va pas être un moment agréable la douche, parce que même les bouteilles, elles sont super agressives. Tu sais, c'est des trucs genre jaune fluo, avec des pics, et le nom du savon, c'est genre grenade à fragmentation. T'es là genre, mais putain les gars. À quel point est-ce que la virilité est fragile pour que même quand vous soyez dans la douche, messieurs, vous ayez besoin de vous rassurer, vous soyez là genre, ça mousse, mais je suis un bonhomme, putain. Ça brûle. Ah, c'était tout pour moi, c'était un plaisir, Montreux, de vous voir. Je trouve qu'on est dans une époque qui est un peu dure avec la notion d'addiction. Il me semble qu'il y a un vent de santé un peu à la californienne qui s'est abattu sur nous ces 10-15 dernières années, où on s'est tous dit qu'il fallait tous qu'on soit souple, qu'on se mette au sport, qu'on fasse du yoga, qu'on médite, qu'on arrête le café, qu'on fasse gaffe avec l'alcool, qu'on fasse gaffe avec la clope, et pas le sucre, et pas le gras, et pas le machin, et qu'on fasse des câlins aux arbres, et qu'on fasse attention aux écrans, et blablabla. Sur le fond, sur le principe, je comprends, évidemment, très belle impulsion, esprit sain, corps sain, tout ça est magnifique. Je ne sais pas si on a choisi le meilleur moment de l'histoire de l'humanité pour se défaire de tous les plaisirs chimiques qui rendaient le monde supportable. Dans le sens où, je veux rien vous spoiler parce que vous avez l'air innocent, mais le monde est en flammes, grosso modo, hein, on est dans la merde jusqu'au cou. Est-ce que c'est vraiment maintenant qu'on veut se mettre à produire des vieux en méga forme, super fit, complètement sobre, jusqu'à 103 ans, en pleine conscience, pour tout bien voir se péter la gueule ? Alors que financièrement, on va avoir un problème de soutien des retraites. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc à jouer ? Tu vois ce que je veux dire ? À partir de 65 ans, tu légalises les drogues dures. Tu vois ? Tu fais des rave parties pour les retraités. Ils partent dans une dernière grosse montée, MDMA, cocaïne, le cœur lâche, tu vois ?
C'est plus sympa pour eux, c'est plus simple pour les finances publiques. Moi, je propose, hein, je ne suis que solution. Voilà, je... Évidemment, je ne fais pas l'apologie des addictions. Il y en a des beaucoup plus graves que d'autres. Moi, il y en a une qui me brise le cœur en ce moment, c'est l'addiction au sport. Parce que je perds des proches. Mais des gens que j'aimais, des gens que je respectais, des gens que j'invitais à mon anniversaire, que je perds de vue, comme ça, 2-3 mois, et tout à coup, je retrouve au détour d'une balade sur Instagram en train de prendre des photos de leur propre ventre. Vous n'avez pas la réaction adaptée à ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé à ce moment-là de raffinement civilisationnel et technologique de notre histoire. Tu sais, il y a 50 ans, on disait on aura les bagnoles qui volent, plus personne n'aura le cancer. Non, on a des trous qui mettent leurs abdos sur Instagram, c'est très triste. Et je ne parle pas d'une photo prise par un tiers. Je dis pas, t'es à la plage avec des potes, on prend une photo, t'es un peu bonne, tu coupes les autres, tu mets ça sur Instagram, on a tous faim, faut bouffer, c'est fair play, y a pas de souci, je parle pas de ça. Je parle de gens qui prennent la photo eux-mêmes. C'est-à-dire, à un moment donné, ça c'est des gens, ils sont chez eux comme ça, ils sont là. Non mais le monde doit savoir. Ils prennent leur téléphone, ils vont chercher la bonne lumière chez eux. Déjà le niveau de tristesse quand même, faut dire les choses, tu vois. Et quand ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils font? Ils contractent tout seuls. La solitude, ils sont... Après ils postent ça sur Instagram avec un petit slogan genre No pain, no gain. No pain, c'était déjà un slogan parfait. Je ne sais pas pourquoi on a voulu rajouter des... Ça n'a pas de... Mais souvent, je me rends compte que je ne m'explique pas le comportement des sportifs jusqu'à ce que je me rappelle qu'ils sont drogués. Et là, tout à coup, tout fait sens. Parce que le sport est une addiction, c'est un fait, hein, même les sportifs le disent. Simplement, c'est une addiction socialement acceptable, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'ils se comportent comme des toxicos. Ils ont des comportements de junkies qui sont pas explicables. Quand t'as des potes qui disent des trucs genre putain, l'autre jour j'étais chez moi, dimanche, 22h30, pas motivé, il pleuvait, j'étais en pyjama et tout. Je me suis dit, allez, on se bouge le cul. J'ai mis mes baskets et je suis allé courir 22 km. Tu dis, mais ça devrait être pour un gramme de coke, c'est pas normal en fait. C'est les coureurs en particulier. Eux, on les a vraiment perdus. Les gens qui font du running, on les a perdus. C'est terminé. Ils sont plus avec nous. Parce que tu mélanges une addiction avec en plus un encouragement de tout le monde autour de toi. Parce que personne n'aime courir. Donc les gens qui courent, non seulement eux, ils sont en train de se doper, mais en plus tout le monde autour leur dit « Je sais pas comment tu fais, t'es tellement courageux, c'est magnifique. » Du coup, ça les lance dans une espèce de délire christique. Et c'est pour ça qu'ils finissent les marathons comme ça. Parce que dans leur tête, je pense vraiment, il y a l'abbé Pierre et eux juste au-dessus qui lui mettent 7 secondes au kilomètre. Vraiment, on a perdu les coureurs. Ils sont plus avec nous, c'est terminé. La preuve, c'est qu'ils ne se cachent plus pour courir. Alors que pendant longtemps, tu vois, la course à pied, c'était comme l'échangisme, tu vois, c'était un truc que tu faisais dans les bois ou dans des salles spécialisées, c'était cool, mais t'étais avec ta communauté, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, ils courent en ville. Mais la ville n'est pas faite pour courir, tu le vois bien. Ils sont là, ils savent pas quoi faire, ils vont en avant, en arrière, ils font des tours sur eux-mêmes, ils savent pas quoi faire au feu rouge, on dirait des hirondelles pendant une éclipse, enfin c'est tragique. Et surtout, nous tous, citoyens marchands, on les gêne. C'est-à-dire que quand ils te voient, c'est pas qu'ils font le tour ou ils te disent excusez-moi un truc, quand tu les gênes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des petits bruits de carlin, de pug, comme ça dans ton dos, ils font des petits... Donc il y a des moments, t'es en ville, t'es bien sapé, tu vas à un rendez-vous de boulot, tu te sens femme des années 80, rien ne peut t'arrêter, et tout à coup, il faut que tu te pousses pour laisser passer un gars qui va très vite nulle part. C'est agaçant. C'est sûr que le sport c'est une addiction, sinon il y a des sports qu'on n'aurait jamais créés. Parce que comme dans toutes les addictions, il y a un phénomène d'accoutumance. C'est-à-dire que sans cesse, tu dois augmenter les paliers car ton corps s'habitue. Voilà. Et je pense que c'est ce phénomène d'augmentation incessante des doses qui fait qu'on a créé un sport comme le crossfit. Voilà. Je pense sincèrement que juste avant la naissance du crossfit, il y avait des gens très musclés, tout vénères dans la rue, comme ça, qui étaient genre... J'ai envie de tirer un avion avec mes dents. Mais... Bienvenue au crossfit. It's a safe space. Donc le crossfit, pour les gens qui ne voient pas ce que c'est dans la salle, c'est une espèce d'aérobic de l'extrême qui est à la mode depuis quelques années, où les gens, plusieurs fois par semaine, se retrouvent dans une salle pour se préparer à la guerre. Grosso modo, c'est ça. Hein. Je pense que vraiment, si un jour Poutine arrive, c'est pas l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée des sables qui va nous sauver, hein, c'est les crossfitters. Ils vont se mettre sur les Ardennes avec leurs grosses cordes, là, je sais pas si on fout, mais ça va marcher. Il y a toute une panoplie au crossfit. Donc t'arrives dans des salles comme ça, ils ont une espèce de short lesté au plomb comme ça, ils sautent dans des pneus, après on leur lâche des chiens dessus, ils se lancent des balles en marbre, ou des petites commodes. Enfin c'est très intense. Il y en a qui pleurent, il y en a qui vomissent, on dirait une réunion de famille qui tourne mal, enfin c'est très intense. Moi j'ai passé la tête dans un cours de crossfit une fois un peu par curiosité anthropologique, c'était intéressant côté femme, en tout cas c'était toujours un peu le même profil, c'était toujours une espèce de ancienne cadre dans la com, qui a fait un petit burn-out. Du coup, ils sont allés voir un chaman qui leur a dit « Mais toi, Magali, pour que tu te remettes sur les rails de la win, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles voir un gars en lycra 3 fois par semaine qui, pendant que tu fais des pompes, insulte ta mère en allemand !»
Et à nouveau, ça me gênerait pas s'ils restaient entre eux, mais ils sortent. Régulièrement, à la fin du cours de CrossFit, je pense le prof dépité constate qu'il a pas réussi à buter tous les élèves. Et donc il prend les survivants dehors, il va les finir. Ça t'est jamais arrivé de les croiser? Parfois tu passes devant un club de CrossFit et ils sont là sur le trottoir, ils savent pas quoi foutre, ils ont des trucs à la main, t'as l'impression que t'es en train d'interrompre le braquage d'une salle de fitness. C'est vite, on prend les 8 kilos d'abord. Je supporte pas de les croiser. Ça m'arrive souvent sur les quais, tu sais, parfois je me balade comme ça à 18-19h, tu sors du boulot, t'es bien, puis tu sais, Paris ça a beau être une ville un peu dure, parfois tu retombes amoureuse de ta ville et t'es là quand même, c'est beau, ce coucher de soleil, le Grand Palais, waouh, cette scène qui scintille et cette odeur de... Et tout à coup, il y a une farandole de 14 trouducs de 4 dynamites mes couilles là, en short mi-janvier avec des poids à la main et des pailles qui leur sortent du t-shirt comme ça, qui sont là, attends Jérôme, attends. Et devant, il y a le chef, le gourou, le prof de CrossFit. Ça, c'est les mecs tellement musclés, ils ont plus de couilles, ils sont là, Jérôme, oui, qui me parle, hein, où êtes-vous? Et l'autre jour, putain, j'étais en train de marcher, je me fais interrompre par la farandole, déjà je suis vénère, et en plus ce jour-là, je vois Jérôme, il a sur le dos une invention, où vraiment je me dis, mais tant qu'on n'a pas réglé cette histoire de réchauffement climatique, est-ce bien malin de mettre des esprits scientifiques sur ce genre de bousasse? Donc il courait, donc Jérôme il était là, il était heureux, il était bien, il avait pas de couilles, il était bien, il avait des veines partout, il était en lycra, il était dans son élément, et il courait, et il avait sur le dos un sac à dos, jusque-là tout va bien, sauf que coup de théâtre, le sac à dos faisait aussi enceinte. Pour tous ces moments où tu te balades à l'heure de pointe à Paris et t'es là, oh là là, ça manque de nuisance ici. Et donc, il courait. Il y avait un monsieur portoricain qui hurlait du reggaeton depuis ses omoplates. Un, dos, tres, culo, culo, culo. Et derrière, petite farandole, tu sors du boulot, il y a la fin de la civilisation qui passe devant toi. Comme ça, tu dis, allez-y, c'est ma faute, j'ai pas mis mes shorts, autant pour moi, allez-y, allez-y. Je comprends que t'ailles faire un petit jogging ou un truc comme ça. Ce qui me questionne vraiment avec le crossfit, c'est le niveau de douleur que ces gens s'imposent. J'étais un peu curieuse, donc je suis allée poser la question à des gens qui faisaient du crossfit, mais finalement, pourquoi ce chemin de croix payant? Et en substance, ils ont un peu tous la même réponse qui est: ouais, je sais, tout c'est fou, on se tire dessus, on se fait mal, on se pousse à bout. Mais moi, ça me fait un bien fou, parce que du coup, pendant 1 heure, je pense à rien du tout. Tu te dis, mais ça veut dire que le reste du temps, tu dois quand même avoir des pensées bien merdiques pour avoir envie de te mettre une couronne d'épines sur la tête, t'accrocher 15 kilos à chaque téton et faire des abdos dans un piège à loup. Enfin, je veux dire, les voix de l'angoisse doivent être très très fortes quand même pour que tu considères que tout ça, c'est un petit peu mon moment à moi. Je me retrouve. Ça me fait du bien. Bonsoir. Je m'appelle Marina Rollman, ça fait 2 ans que je fais du stand-up et il y a un truc qui est assez typique de cette forme, c'est d'interagir avec le public et moi j'ai jamais fait. Alors je voulais essayer avec vous ce soir pour la première fois, vous êtes d'accord? C'est quoi ton prénom? Sarah? Cool. C'est vrai, ça dynamise vachement le spectacle, quoi. Alors, ça se voit pas trop comme ça, mais en fait, je viens pas d'ici. Alors, par applaudissement, faites du bruit. Est-ce qu'il y a des Marocains dans la salle ce soir? Cool. Moi, je suis suisse. Quand tu viens pas d'ici, il y a plein de bruits qui courent sur les Parisiens. Ouais, ils sont vachement désagréables et tout. Et c'est vrai, vous êtes un peu des fils de pute. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est une ville chère. Du coup, les gens sont pauvres et désagréables. Vous avez les SDF les plus méchants de France à Paris. Et quand je dis ça ici, les gens me disent ouais, mais toi t'es suisse, t'as pas de point de comparaison. C'est pas vrai. Nous aussi on a des SDF, mais c'est vrai que les nôtres ils rendent la monnaie. Il y en a de plus en plus qui prennent la carte bleue. Enfin, ça fluidifie quand même vachement les échanges, quoi. La vraie question avec les SDF, c'est pourquoi les mitaines? Pourquoi à chaque fois que t'en vois un au cinéma ou à la télé, il a des gants qui s'arrêtent ici? Alors moi je pense que c'est une astuce scénaristique pour te dire voilà un homme qui a souffert, qui a dû faire des concessions, il a pas pu se payer les gants en entier. Mais la vraie question, c'est il y a des gens dans la vraie vie qui ont des mitaines. Qui sont-ils? Pourquoi? Qui sont ces gens qui se disent « Bon, j'ai froid aux paumes ». Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Autre vêtement, même perplexité, les doudounes sans manches. Parlons-en. Moi, je pense que c'est fait pour les mêmes acheteurs, en fait. C'est simplement des gens qui ont peur de l'engagement, qui osent pas sauter le pas avec le vêtement complet tout de suite. Ils y vont par étapes, ils s'habillent en kit. Récemment, dans la rue, j'ai croisé un mec avec une doudoune sans manches, des mitaines et des cache-oreilles. Et je lui ai rien dit parce qu'on se connaissait pas, en fait. En parlant de mitaines, de mains, il y a peut-être des gens qui voient au premier rang, j'ai noté mon texte sur ma main, je triche un peu. Le problème, c'est que je sais pas si vous en rendez compte, mais je suis toute petite. J'ai les mains d'un enfant de 8 ans. Du coup, c'est un peu à double tranchant. D'un côté, j'ai pas la place pour noter beaucoup plus que 5 minutes de vanne. De l'autre, tous les garçons avec qui je suis sortie jusqu'à maintenant sont tous persuadés d'avoir un sexe énorme, donc ça se compense un peu. On n'est pas là pour parler de mes mains, on s'en fout. Pour dire on s'en fout, on peut aussi dire on s'en branle. Et il y a des gens qui font le geste avec... Il y a des filles qui font le geste. Je m'en branle. Anatomiquement, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'on a emprunté le geste aux garçons parce que ce serait trop compliqué de mimer notre truc à nous, tu vois. Si on doit mimer qu'on allume les bougies, qu'on met des pétales de rose sur le lit, qu'on met le CD de Patrick Fiori, c'est compliqué, quoi.
Comme je viens pas d'ici, j'ai rarement des amis dans la salle et ça stresse toujours un peu les organisateurs de soirées d'humour. Ils disent toujours essaye d'amener des amis, de la famille, c'est important d'être soutenu. Moi, j'en ressens pas trop le besoin. J'ai l'impression que le talent se suffit à lui-même. Non mais c'est vrai. Zlatan, il a pas besoin d'amener des supporters pour marquer des buts. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en même temps, je dis ça, j'y connais rien au tennis, mais pendant la Champions League, je suis allée voir un match, c'était PSG Barcelone, et c'était dans un bar à Paris où il y avait que des Marseillais. Alors évidemment, les Marseillais soutenaient le Barça parce qu'ils préfèrent changer de pays plutôt que soutenir Paris. Et à un moment donné, pendant le match, il y a un des Marseillais qui se met à chanter Allez l'OM, allez le PSG Barcelone. À mon grand étonnement, tous les Marseillais du bar ils reprennent en chœur Allez l'OM. C'est triste, l'OM a même pas été qualifié pour la Champions League cette année. Mais je me suis rendu compte, en fait, c'était assez joli, c'est que les mecs, ils se disaient, si on aime assez fort le Barça, il va se transformer en l'OM, c'est pas, tu vois, c'est joli, mais c'est un peu pathétique. C'est un peu comme appeler un coup d'un soir par le prénom de ton ex, tu vois ce que je veux dire? Oh Laura, non, moi c'est Anne, chut, pas si je ferme les yeux. Je m'intéresse un peu au foot depuis quelques temps parce que je sors avec un intellectuel et entre nous, ça va plutôt bien. Ça va tellement bien qu'on commence à penser à avoir un enfant. Enfin, en tout cas, moi, je me sens prête. Hein. J'ai vraiment envie de devenir MILF. Et c'est intéressant parce que quand on a commencé à sortir ensemble, il me trouvait pas super physiquement. Et maintenant, il veut m'épouser. Preuve que l'amour rend aveugle. Et que la sodomie aide. Comme on est sur le sujet de l'amour, je voulais faire un petit sondage rapidement dans la salle. Comme ça, mesdames, c'est quoi la plus belle chose qu'un homme vous ait dit dans une chambre à coucher? T'es belle, tu me rappelles ma mère, tout ça c'est des classiques. Moi je pense que... Elle met du temps? Ok, je vous laisse 2 minutes. Je pense que le plus beau compliment qu'un homme peut faire à une femme pendant l'amour c'est... merde, pardon. Je suis pas seulement humoriste, je fais aussi des imitations. Oui, autant de talent dans un si petit corps, moi aussi ça m'étonne tous les jours. Et du coup, je voulais vous quitter là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un thème à me donner comme ça, vite fait? Un film pornographique japonais avec un dauphin. Très bien, c'est précis, mais je vais le faire. Ok, un film pornographique japonais avec un dauphin. Oh. Nariko. Oh. Totoro. Oh. Oh. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Donc, je m'appelle Marina Rollman et j'imagine que vous êtes nombreux dans la salle à vous dire ah, mais ce nom, ce visage, ça me dit rien du tout. Et c'est vrai que je fais souvent cet effet-là aux gens parce que, à part ce soir, je passe pas à la télé, je joue pas dans des films, je fais pas de pub, donc ne cherchez plus, c'est de là que vous ne me connaissez pas. Voilà. Moi, j'aime bien faire du stand-up parce qu'il n'y a pas de 4e mur, on joue pas de personnage, on peut interagir avec le public. Alors, par exemple, bonsoir madame, vous vous appelez comment? Béatrice? Cool. Voilà. Ça dynamise vachement, quoi. Je me suis pas trop préparée ce soir parce que j'avais d'autres trucs à faire. Et monter sur scène avec des blagues pas très prêtes, c'est un peu comme faire l'amour dans des toilettes d'avion. Le résultat est pas toujours satisfaisant, mais c'est intéressant du point de vue acrobatique. Voilà, donc accrochez-vous. Je suis pas très prête, mais parce que finalement, moi, ça m'est un peu égal de gagner. J'ai l'impression qu'on passe une bonne soirée, non? On passe une bonne soirée? Oui, ouais, ok. Donc on s'en fout. Et pour dire on s'en fout, on peut aussi dire on s'en branle. Et il y a des gens qui font le geste, on s'en branle. Et il y a des filles qui font le geste, je m'en branle. Anatomiquement, ça n'a aucun sens. Mais je pense qu'on a emprunté le geste aux garçons parce que ce serait trop long de mimer notre truc à nous. Tu vois, si on doit mimer qu'on allume les bougies, qu'on met le CD de Patrick Fiori, qu'on met des pétales de rose sur le lit, c'est fastidieux, quoi. C'est compliqué. Je crois qu'il y a des gens qui sont passés un peu avant, qui ont amené des proches dans la salle ce soir. Et c'est vrai que les organisateurs m'ont dit, ouais, tu peux amener, si tu veux, des amis, de la famille. Ça fait toujours bien pour le jury. Mais moi, j'en ressentais pas trop le besoin. Je sais pas, j'ai l'impression que Zlatan, il a pas besoin d'amener des supporters pour marquer des buts, tu vois. Donc, non, mais je dis ça, je connais rien en tennis. Et on me demande souvent si c'est difficile d'être une fille dans l'humour. Non, moi je crois pas. Hein. Pas si t'es drôle, quoi. Et récemment, non, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de misogynie encore dans l'humour. Récemment, je faisais un plateau, donc c'est comme ce soir, c'est quand il y a plusieurs humoristes qui passent. Et il y avait que des hommes à part moi, que des mecs qui étaient plus expérimentés, qui avaient des plus grosses carrières. Et je sors de scène, et il y a un type qui me dit, ah, c'est pas mal ce que tu fais. Et je dis merci. Et je rentre chez moi, et le premier message Facebook que je vois, c'est ce même type qui me dit, mais au fait, t'as un copain? Alors on résume pour les gens qui n'auraient pas suivi, hein, c'est bien ton travail, merci, on nique. C'est important pour les hommes qui sont dans la salle ce soir de retenir, messieurs, quand vous complimentez une femme sur son travail, c'est bien de pas direct derrière essayer de la fourrer. Hein,
ça rend le compliment un peu. C'est comme dire ah jolie coupe de cheveux, t'aurais pas 100 balles. Enfin tu vois c'est un peu le même truc quoi. Et surtout que les filles humoristes, on a beau avoir des grandes gueules comme ça, oser faire des trucs sur scène, on a tout un petit cœur qui va au-dessus de ce vagin. Et voilà. Donc faites attention. Je vais de plus en plus à Paris pour mon travail et c'est compliqué avec l'accent. Pas le mien, le leur. Ils ont une tendance à Paris à franciser tout. Mon prénom c'est Marina, donc je pose un pied à Paris, je m'appelle Marine. Et comme j'ai remarqué ça, j'essaie d'accentuer le deuxième A. Tu vois, quand je me présente, je m'appelle Marina. Et récemment, j'étais, vous savez, dans ces endroits qui vendent du café à 32 francs. On est à la télé, donc on peut pas donner les noms de marques, mais ça commence par S, ça finit par Starbucks. Et tu sais, ils demandent ton prénom au guichet. Et donc je dis, mais Marina. Et il me donne la tasse, et dessus c'est marqué Marine. Ça prouve bien que les Parisiens, ils ont un accent de merde, c'est que le mec, ça lui paraît pas complètement absurde que je l'ai regardé dans les yeux et je lui dis, je m'appelle Marine. Franchement. On se rend pas compte parce que, oui, Paris, déjà, bon, les gens sont un peu désagréables, c'est vrai, mais en plus, c'est hyper cher, donc les gens sont pauvres. Ils ont les SDF les plus méchants de France. Et on me dit, mais t'as pas de point de comparaison en Suisse, vous êtes trop riches, vous avez pas de SDF. C'est pas vrai, on en a, mais les nôtres, ils rendent la monnaie. Et il y en a de plus en plus qui font l'effort de prendre la visa. Et c'est, tu vois, ça fluidifie, quoi, les rapports, c'est agréable. Ouais, les Français désagréables, tout ça. Moi, je crois que finalement, c'est pas vraiment une question de caractère. C'est pas les Parisiens qui sont désagréables. Je crois que c'est une question de densité de population. Parce que, tu vois, t'es à Lausanne, t'es énervé, il est là à 22h, t'es à la Riponne. Si t'es énervé, tu croises personne pendant 10 minutes. Donc t'as le temps de, tu vois, d'être énervé tout seul. Tu vas pas contaminer des gens. Tandis qu'à Paris, t'es tout de suite collé. T'es dans le métro, t'es énervé, tu tapes dans un autre mec qui devient énervé, tu vois, tu contamines les gens très vite. C'est un peu comme l'Ebola, finalement. Et non, c'est vrai. Et ça demande des défenses hyper résistantes. Moi, je le vois quand je passe quelques semaines à Paris, je suis drainée parce que tu dois résister tout enculé à vous aussi, bonne journée, monsieur. Enfin, tu vois, c'est dur, quoi. Mais je critique comme ça les Parisiens et les Français en général, mais je suis franco-suisse, donc je les aime quand même un peu. Puis surtout, j'aime beaucoup ce pays parce que c'est un pays de culture incroyable. Patrick Sébastien, Annie Cordy, les châteaux de la Loire. Et récemment, je visitais les châteaux de la Loire, je vous invite à le faire si vous avez l'occasion, c'est très beau. Et il y a un truc qui m'a fait un peu tiquer dans l'architecture. Manifestement, c'est typique du XIe siècle. Et pas trop écouté pendant la visite. Et c'est un truc qui s'appelle des douves. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des douves. Les douves, c'est quand au pied de ton château, tu creuses une tranchée et tu la remplis d'eau. Et c'est censé dissuader tes ennemis d'attaquer. Et moi, je me dis, à l'époque, les campagnes militaires, ça durait des mois, voire des années. Les types, ils partaient à 30 000 du fin fond de la Russie. Ils arrivaient 2 ans plus tard, il n'y en avait plus que 150 debout. Entre-temps, ils avaient mangé des femmes, violé des chevaux. Enfin, tu te dis, c'était des bonhommes quand même. Est-ce que vraiment les petites douves là, ça suffisait à leur faire dire quand ils arrivaient au château, ah ah, à nous deux, duc de. Oh non. Mais il y a de l'eau. Ouais, puis toi aussi c'est du daim. Je pense que c'était compliqué de faire la guerre il y a 150, 200 ans parce qu'il fallait couvrir des distances énormes à pied. Et tu vois, si t'arrivais sur le champ de bataille, tu te rendais compte que t'avais oublié un truc. T'as pris les hallebardes? Ah non, je croyais que c'était toi. Paf, 50 perdus, le temps de faire l'aller-retour à la maison, c'est chiant. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des trucs genre la guerre de 100 ans, tu vois, c'est une bête histoire de sandwich oublié, enfin c'est con quoi. Malheureusement, je vais bientôt devoir vous quitter parce que, comme vous avez pu remarquer, je note mes vannes sur ma main. Le problème, c'est que j'ai les mains d'un enfant de 8 ans et c'est un peu à double tranchant. D'un côté, c'est dommage parce que j'ai la place de noter que 5 minutes de vannes. De l'autre, tous les garçons avec qui je suis sortie jusqu'à maintenant sont persuadés d'avoir un sexe énorme. Voilà. Bandeau très pratique pour véhiculer un message, mais surtout très pratique pour cacher un éventuel double menton. On le voit bien ici. C'est ma technique, hein. En même temps, la fille avec... Grâce à la pandémie, pendant 1 an et demi, 2 ans, je n'ai pas entendu la phrase « Ouais, le week-end dernier, on a fait le VG de Jérôme. » Enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, tout le monde voit ce que c'est, EVG, EVJF. Hein, ouais. Je pense que c'est vraiment le fléau du 21e siècle. Je pense qu'on s'est trompé d'ennemi avec le gluten pendant un temps, mais sincèrement, il est là, le choc des civilisations. Moi, j'ai 33 ans, donc hors pandémie, j'en ai un une semaine sur 2. Plus j'en fais, moins je comprends le concept. Cette idée pour lancer quelqu'un dans les meilleures conditions dans un mariage, de kidnapper cette personne, de l'emmener dans une des plus belles villes d'Europe qui se trouve à portée d'EasyJet, et une fois sur place, t'es à 4 grammes 8 pendant 36 heures, tu vois rien du tout. T'aurais fait ça avec une boule à facettes et une tireuse à bière dans une cave à Dunkerque, c'était la même chose. EVG, EVJF, je supporte pas les gens qui le disent sous forme d'acronyme. En plus, EVG, EVG, ça c'est très Paris. Vous aimez les acronymes tout le temps pour faire comprendre aux gens que vous avez pas le time. Moi, j'ai croisé une pote il y a quelques mois dans la rue qui m'a dit « Ouais, t'as entendu pour Magali ? Ouais, elle a fait une TS pour tentative de suicide. Même ça, vous avez pas le temps de le dire, bande de trous du cul. EVG, EVJF. Que tu l'écrives sous forme d'acronyme parce que c'est long, j'entends. Il y a des gens qui le disent avec leur bouche. S'il y en a ce soir dans la salle, tuez-vous tous. Voilà, faites une TS pour voir.
En plus, c'est pas beau, parce que moi, à chaque fois qu'on me dit EVG, j'entends IVG. Je suis là, ah, t'es allé fêter son avortement à Budapest, fun, écoute, sympa. Ouais, super. Je déteste les photos d'enterrement de vie de jeune fille. Ça m'agace sur Facebook, Instagram, etc. Je les signale toutes, elles se font fermer leur compte, j'en ai rien à branler. C'est agaçant. La structure des photos d'enterrement de vie de jeune fille, c'est toujours un peu la même structure. C'est toujours une espèce de grappe de 8 connasses sur les ramblasses, comme ça. Avec des serre-têtes en forme de bite et des t-shirts, c'est qu'elles ont fait imprimer pour l'occasion. C'est les loulous, ta Charlotte. Tu t'en prends une, Charlotte. Enterrement de vie de garçon, félicitations, messieurs. Beaucoup moins agaçant, beaucoup plus dangereux, en revanche. Sous couvert de rigolade, parfois c'est limite maltraitance, votre truc, quand même. Moi, je comprends pas, à chaque fois que j'ai un pote qui me raconte son enterrement de vie de garçon, c'est toujours un truc genre, ah ouais, c'était un truc de malade, mon AVG, ouais. Ils sont arrivés chez moi à 4h du matin, ils m'ont réveillé avec de l'huile chaude. Ensuite, ils m'ont mis nu dans une camionnette avec des furets vivants, on a conduit jusqu'à Amsterdam. Arrivé là-bas, ils m'ont foutu un coup de batte, ils m'ont entubé à la vodka, j'ai perdu connaissance. Je suis arrivé 2 jours plus tard, il me manquait un doigt, on avait tué une pute, je m'y attendais pas du tout. Donc je me suis inscrite sur Tinder, parce que le célibat c'est aussi rigolo pour ça. Ça m'a vachement troublée parce que moi j'aime bien tout ce qui est réseaux sociaux, le garder un peu clean, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inbox en attente, il n'y ait pas d'invent ou quelque chose. Moi, ça n'est pas possible avec Tinder. Parce que t'as beau aller le plus vite, c'est un flot continu de tristesse qui n'arrête pas de se renouveler, c'est très troublant pour moi. Ça n'arrête, ils sont tous, il y en a toujours plus. J'ai fait une petite expérience, c'est que sur Tinder j'ai mis une photo, j'étais pas super, et c'était vraiment, j'avais pas de description, c'était juste un petit bout de gueule mais pas top. Et juste ça. Et j'avais un micro, mais ça. Et tous les mecs me mettaient à droite. Ce qui veut dire que vous avez quand même des standards très bas. Enfin, si on a la preuve que la femme a une tête et au moins une main qui fonctionne, tout de suite à droite. Oui, ça, tout de suite, ça c'est candidate parfaite. Ça m'a attristé un peu. Ce que j'ai trouvé hyper bizarre comme expérience sur Tinder, donc pour les gens qui ne connaissent pas, pardon, c'est une application sur le téléphone où tu peux rencontrer des gens basée sur vraiment quelques photos et une ligne de description. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il faut une connexion entre ton cerveau, ton doigt et tes organes génitaux, parce que, enfin, tu vois, c'est hyper abstrait. C'est-à-dire que tu vois les photos, tu sélectionnes la personne, voilà, ça va. Mais te dire que la finalité, c'est peut-être que... Moi, je trouvais ça complètement fou. Et ça m'a joué des tours, parce que tu vois, je mettais les mecs à droite, puis après, ils commençaient à causer, puis là, je me rends compte, genre, ah non, mais il y a un malentendu, moi, je suis là juste pour vous juger. Il n'y a que ça qui m'amène. Je ne veux pas du tout que vous ayez quoi que ce soit à faire avec ça. Et je pense que c'est pour ça le réchauffement climatique. Je sais pas si vous vous rendez compte... Donc moi, ça m'est arrivé plein de fois sur Tinder de juste avoir des conversations et de pas les rentrer. Je sais pas si vous vous rendez compte tous les outils qu'on a maintenant, périphériques au fait de faire l'amour, qui sont pas efficaces. Et que tu likes la photo sur Instagram, et que tu commentes le truc sur Facebook, et ça donne lieu à quoi? Des énormes... Vous voyez ce que c'est les fermes à serveurs, les endroits où on collecte ces datas, où tu as des serveurs partout, et tu as énormément d'énergie qui est dépensée pour les refroidir. Tu vois, tu as des hélices qui... Et tu as ce bruit, comme ça, c'est... Et ce bruit, en fait, ça veut dire tu veux pas coucher avec moi. C'est que ça. C'est des milliards de tu veux pas coucher avec moi. Ça n'est que ça. C'est des milliards de connasses qui prennent des espaces sur des serveurs pour dire genre, je sais même pas pourquoi je me suis inscrite sur Tinder. Vraiment, non, mais je fais juste des amis pour converser. Mais non, Pinet, arrêtez. Parce qu'au moment où on se parle, il y a un ours polaire sur un glaçon qui fait mais allez-y les gars, arrêtez de prendre de la place. Ça prend énormément d'énergie, vous vous rendez pas compte. On est en train de faire fondre les glaces en ayant des conversations inutiles. Non mais c'est vrai, moi je trouve ça très beau. Je trouve que les Français ont un rapport à leur culture, une certaine fierté, que je trouve très saine. Parce que dans l'autre sens, nous on en manque terriblement en Suisse. Vraiment. Nous on est élevés avec une humilité qui confine à la mollesse parfois. Je me suis rendu compte récemment, parce que l'autre jour j'étais à la gare à Paris, et je marchais comme ça. Et il y a une petite touriste qui passe à côté de moi, et sans faire exprès, elle me renverse un peu de yaourt sur le pied. Et quel est le mot qui sort en premier de ma bouche de connasse de Suisse? Pardon. C'est moi la victime de l'attentat laitier. Et j'ai dit pardon. Et le problème, c'est que c'était une touriste suédoise, et Suisse plus Suède, on a failli créer un trou noir tellement on s'excusait les deux. Non, c'est moi, quelle idée d'avoir des pieds. On a failli avaler Paris dans un vortex de politesse. Heureusement, elle avait un train à prendre. Et je vous jure que c'est la vraie première fois de ma vie que ça m'arrive. Il y a 2 semaines, j'étais à Paris, je me baladais dans la rue comme ça. Et là, il y a un cycliste qui a failli m'empaler, il n'y a pas d'autre terme. Et évidemment, le premier mot que j'ai dit, c'est pardon. Et je vous jure, première fois de ma vie que ça m'arrive à Paris, le mec a dit, c'est moi. Et j'étais tellement prise au dépourvu. J'ai dit, mais ouais, c'est toi, fils de pute!